Joven, je suis éditorialiste de Morningstar. On va commencer cette première grande table ronde, grande valeur sur la thématique de l'énergie, du mix énergétique, de l'évolution du mix, comment deux grands groupes comme Total et GDF Suez préparent l'avenir et déploient leur stratégie d'investissement à l'international. Alors avec nous, on a Philippe Boisseau, qui est le directeur marketing et services et énergie nouvelle de Total, et Édouard Sauvage, directeur de la stratégie de GDF Suez. Et pour les interroger, donc Cédric Chabou, de SPGP, va animer le débat et leur poser des questions. À vous, messieurs. Très bien. Écoutez, je pense que les différentes discussions que nous avons eues avant mettaient quand même en exergue le fait que ça nous ferait du bien d'avoir avec ces deux grands acteurs un peu une remise en perspective des énergies renouvelables, et notamment on parle beaucoup de mix énergétique et de contribution, je dirais, des énergies plus traditionnelles comme peuvent être le gaz, le pétrole ou le nucléaire, qui sont ultra dominants aujourd'hui, et mettre en perspective dans les années qui viennent justement l'évolution de ce mix énergétique et de voir à quel point finalement les énergies renouvelables dont on parle beaucoup vont continuer finalement à être relativement faiblement contributrices de la consommation d'énergie globale, et qu'il va falloir faire un tri que nous allons faire avec ces deux grandes entreprises pour bien comprendre les différentes opportunités qui s'offrent à tous ces groupes de se développer dans ces énergies renouvelables, mais aussi les différentes phases de maturité de ces énergies renouvelables. Et on va pouvoir avoir un travail d'éducation pour nos différents investisseurs pour bien comprendre que ce niveau de maturité est très différent entre une faisabilité technique et en fait une faisabilité économique. Et donc c'est un peu dans cette perspective qu'on aimerait avoir ces quelques échanges. Alors je pense qu'on pourrait écouter ces deux groupes qui, vous allez le voir, ont en fait des prises de position relativement différentes par leurs historiques aussi géographiques, mais aussi par des paris sur des mix énergétiques qui sont aussi relativement différents. On peut peut-être commencer par Total, où on a vu une prise de position en croissance externe il y a quelques années dans le solaire. Et c'est vrai, avec une position extrêmement dominante, à la fois en termes de taille, mais aussi techniquement, avec, je dirais, des niveaux de rendement sur vos panneaux solaires qui sont d'une avance phénoménale par rapport à vos premiers concurrents, qui doivent être chinois, si je ne me trompe pas. Vous pouvez peut-être commenter un petit peu là-dessus, si vous voulez. D'abord, je vais commenter le début de votre propos. C'est vrai qu'on a décidé de se lancer dans les énergies renouvelables il y a quelques années. Il y a à peu près 5 ans, on a commencé à regarder le sujet. SunPower, c'est pas plus que 2 ans, hein, c'est 2011. J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous, ce qu'on observe, c'est plusieurs choses. D'abord, ce sont des industries, soit en devenir, soit qui sont en train d'atteindre leur phase de maturité. C'est le cas du solaire. Et donc, dans le domaine de l'énergie, c'est des industries qu'il faut regarder au niveau mondial. Et ça n'a pas de sens de regarder ce type d'énergie, l'organisation du secteur, autrement que mondialement, parce que les tailles des investissements, parce que la concurrence est mondiale. Nos concurrents sont chinois, sont coréens, étaient européens, mais ils ont quasiment tous disparu, et sont américains. Mais d'abord, même si on a pris effectivement un pari assez audacieux, puisqu'on a quand même mis 1,4 milliard de dollars dans SunPower, ce qui est quand même pas tout à fait rien, même si ça reste une activité qui est petite à la taille du groupe, on oublie toujours que dans le domaine énergétique, on va encore garder, alors certains diront malheureusement, pas nous, mais on va encore garder une part tout à fait dominante des hydrocarbures conventionnels dans les, j'allais dire, les 50 ans qui viennent. Aujourd'hui, 81% du mix énergétique mondial, c'est pétrole plus gaz plus charbon. En 2020, c'est 80%. En 2035, ça sera 75%, mais 75% d'une taille qui a beaucoup augmenté, parce que si en Europe, on a une demande qui stagne ou qui décroît, dans le reste du monde, et en particulier dans les pays non OCDE, on a une demande énergétique qui croît extrêmement rapidement. Donc on a donc un défi qui est un défi énergétique de la planète, qui est une demande en énergie qui croît très fort, une demande en pétrole, en gaz et en charbon qui va continuer à croître, même si à l'intérieur de ces trois énergies, nous ce qu'on voit c'est que le gaz, GDF Suez va être content de ce que je vais dire, le gaz va avoir probablement, va être celle de ces trois énergies qui va avoir la croissance la plus forte dans les 10 à 20 ans qui viennent. Et donc quand on parle de mix énergétique et d'énergie renouvelable, on s'aperçoit que ce qui reste est relativement faible en pourcentage. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en désintéresser? Surtout pas. D'abord parce qu'on a une tension
qui ne va pas se démentir dans l'ensemble des énergies. Nous ne voyons absolument pas le prix de l'énergie baisser, au contraire. En tendance, on voit les prix des énergies d'une façon générale, et du pétrole et du gaz en particulier, continuer à être tendus. Les 100 $ par baril sont un niveau qui, à notre avis, est un niveau qui va être durable, voire plutôt tendu et qui risque de monter pour plein de raisons sur lesquelles je peux revenir s'il y a des questions, mais je ne crois pas que ce soit le centre du propos. Et donc on est dans un monde où on a besoin de toutes les énergies, où elles sont chères, elles sont rares, et c'est pour ça qu'on a décidé d'explorer le reste du mix énergétique. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un pari dans le solaire, on est quasiment numéro 1 mondial du solaire, on était au 2e trimestre de cette année en chiffre d'affaires, on est redevenu numéro 2 au 3e trimestre, mais comme on est en croissance forte, on va véritablement devenir le leader de ce secteur. Ce n'est pas un hasard. On a passé à peu près 4 ans à regarder l'ensemble des entreprises dans le monde, à créer une compétence, à comparer les technologies, à comprendre ce qui se passe, à faire le pari que ce qui allait gagner la bataille, c'est la très haute efficacité sur les panneaux solaires. Et on a choisi une entreprise qui est SunPower, dont on pense qu'elle a un potentiel à la fois de croissance, parce qu'on continue à faire de la R&D, de croissance de l'efficacité, de maîtrise des coûts. Les coûts ont été divisés par 2 depuis 2 ans. Ils vont être encore divisés par 2 dans les 2 ans qui viennent. Et on commence aujourd'hui, maintenant, à être rentable dans certaines parties du monde sans aucune subvention et sans aucune garantie. Donc c'est un métier, c'est une activité qui commence à atteindre la maturité, mais ça représente quoi? 0,3% du mix électrique mondial, c'est-à-dire 0,1% du mix énergétique mondial. Et comme c'est très capitalistique, c'est lent à croître et en même temps c'est rapide. C'est lent à l'échelle du mix, c'est très rapide à l'échelle des entreprises. Nous on pense que ce montant-là va être multiplié par 40 dans les 20 ans qui viennent. Mais 40, ça va faire 2 ou 3% du mix énergétique mondial à l'horizon 2030-2040. Donc ça reste petit. Pourquoi? Parce que c'est très lent à croître, parce que c'est extrêmement capitalistique. Le solaire est une des énergies les plus capitalistiques. Moyennant quoi, nous on y croit, on a investi massivement et on est décidé à poursuivre la croissance de ces énergies. Donc c'est pour ça que je voulais d'abord commencer par relativiser un peu à la fois les rythmes de croissance, les poids et le fait que on vit dans un monde qui restera quand même très fortement dominé par les hydrocarbures pendant l'avenir visible. Je pense qu'il est intéressant, c'est d'entendre GDF Suez sur son mix énergétique, parce qu'évidemment, la combinaison de ces deux groupes a hérité d'une forte contribution à l'énergie renouvelable, notamment une grosse part étant due à l'hydro. Et c'est très intéressant de voir dans votre plan de CAPEX de 7 à 8 milliards qui vient sur les 2 prochaines années, quelle peut être l'allocation que vous allez faire sur votre mix énergétique renouvelable, et de voir qu'un taux de croissance de 50% de ces investissements dans les années qui viennent va contribuer finalement relativement fortement aux investissements en termes de base, mais ne va pas non plus révolutionner votre mix énergétique dans les années qui viennent. Oui, comme l'a bien expliqué Philippe, il y a un effet stock qui est majeur et il y a une illustration évidente. On n'imagine pas que tout le parc automobile mondial du jour au lendemain bascule sur une nouvelle technologie si une nouvelle technologie apparaissait. Donc effectivement, il faut toujours, quand on regarde les chiffres, séparer les chiffres en stock en termes de consommation et les flux, ce qui se passe, où sont les investissements. Et c'est vrai que quand on regarde les flux, là on voit que le monde bouge à toute vitesse. Et il y a deux phénomènes évidents. Le premier, c'est le poids des pays hors OCDE par rapport à l'OCDE. Philippe le rappelait, juste pour fixer les prix, la part hors OCDE de la hausse de la demande de charbon va dépasser 100%. Puisque en fait, dans les pays de l'OCDE, parce que de nouvelles technologies arrivent, on va a priori baisser l'utilisation du charbon. Et donc dans le monde, plus de 80% de la demande d'énergie primaire sera hors OCDE. Pour certaines énergies, on va même atteindre les 100%. Et même dans le renouvelable, c'est un point très important pour notre groupe, selon les prévisions, 60 à 80% des nouvelles productions renouvelables seront hors OCDE dans les années qui viennent. Donc le monde de l'énergie se joue maintenant hors OCDE, et c'est pour ça que GDF Suez a fait ce choix, notamment avec l'acquisition d'International Power, de se développer beaucoup là-dedans, et plus de la moitié de nos capitaux qui vont s'investir hors OCDE dans les années qui viennent. Alors dans cette partie, c'est aussi les renouvelables. Et c'est vrai que pour nous, vous l'avez souligné, en ce moment, dans la production d'électricité, plus des 2/3 de nos investissements sont dans les renouvelables. C'est lié à de gros projets hydrauliques que nous avons en cours, mais systématiquement, dans tous les pays où nous sommes présents, nous avons des projets renouvelables, éoliens, solaires, géothermie, et à chaque fois en s'adaptant aux technologies les plus adaptées à chaque pays où nous sommes présents. Il y a un commentaire aussi qui peut être intéressant pour vos investisseurs, c'est de comprendre à quel point une vision d'une énergie renouvelable qui peut être applicable à une zone géographique ou à un pays ne l'est pas du tout dans une autre zone.
on différenciait et on parlait notamment de l'application de projets qui étaient rentables sur le solaire, par exemple aux États-Unis, enfin vous pourrez commenter là-dessus, mais qui ne sont pas du tout dans d'autres pays. Alors il y a des raisons techniques évidemment d'ensoleillement et ça c'est très compréhensible, mais aussi de mise en place de l'infrastructure, des coûts adjacents et inhérents à l'entretien et à la mise en place de ces structures. Et c'est vrai que pour nous investisseurs, on a une vision un peu globale des choses, mais on a du mal à comprendre cette articulation entre pays et vous pourrez peut-être commenter un peu là-dessus que on n'est pas simplement dans un choix énergétique uniquement sur un rendement d'un panneau, mais c'est sur un projet économique global et que ça, c'est relativement variable d'une zone à une autre, mais aussi dans le temps avec, je dirais, les différentes subventions fiscales qu'on peut avoir, notamment dans les pays développés, qui peuvent être variables en fonction de la crise. Donc on a quand même quelque chose qui est un peu multicritère et qui peut être un peu perturbant dans la compréhension des investisseurs. Alors peut-être que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces choses-là. Ok, ben je vais commenter deux sujets. Nous, on a focalisé nos efforts sur la biotechnologie et le solaire, mais juste quelques exemples sur le solaire. Aujourd'hui, on est capable de produire de l'électricité solaire à peu près 7 centimes par kilowattheure, 7 centimes de dollars par kilowattheure, c'est-à-dire 5 centimes d'euros dans des zones raisonnablement ensoleillées. Alors, est-ce que c'est rentable en France? Non. En France, c'est pas rentable pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, l'électricité de gros est pas chère, parce qu'on a du nucléaire amorti, etc. Donc, ce à quoi on se compare est plus bas. Alors que dans d'autres pays comme le Chili, c'est beaucoup plus élevé. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a une organisation pour le solaire qui est très inefficace. Par exemple, pour vous raccorder en France, ERDF vous fait attendre à peu près 15 mois, plus 3 mois de procédure, ça fait 18 mois. En Allemagne, c'est 7 semaines. Donc en coût d'immobilisation du capital, vous avez déjà 30% de plus sur votre coût de l'électricité. C'est juste un exemple. Au total, un panneau solaire installé en Allemagne coûte 2 fois moins cher que le même panneau installé en France. Donc ça, c'est pour comparer l'efficacité relative. Donc quand vous rajoutez le fait que c'est plus cher en France parce que c'est inefficace et que l'électricité, à quoi on se compare, est moins cher, en France, c'est pas très rentable le solaire. C'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup. Ça représente 1% du marché mondial, c'est petit. Au Chili, vous avez une problématique très différente. Vous êtes au nord du Chili, désert d'Atacama, un ensoleillement absolument maximum. Et le prix de l'électricité marginal, c'est du diesel ou du GNL importé, qui, comme il vient d'Asie, du GNL cher et indexé pétrole. Et donc on a lancé une centrale, il y a 15 jours, on l'a annoncé. Elle est absolument sans subvention. Elle est financée en non-recourse. Il n'y a même pas de contrat d'enlèvement d'électricité. On vend sur le marché spot. Le coût complet de fabrication de l'électricité solaire est plus bas que le coût marginal spot de l'électricité. Et ce qui fait que ça a été financé en non-recourse par l'OPIC sur 20 ans. 70%, ils ont pris 70% de l'investissement. Et c'est rentable avec une très bonne rentabilité. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison. Il y a l'ensoleillement, il y a surtout l'alternative électrique, il y a l'existence ou non de réseaux. Au Chili, il y a 3 réseaux indépendants. C'est seulement le réseau du Nord qui est le plus rentable parce que l'électricité est la plus chère. S'ils se mettent à interconnecter les réseaux, le prix marginal va baisser et peut-être qu'on aura une rentabilité plus faible, mais comme d'ici là on aura fait des progrès sur nos coûts, on fera peut-être de nouvelles centrales. Donc ça illustre bien. Les biotechnologies, c'est pareil. On arrive à faire des progrès considérables. On peut maintenant produire en changeant le code génétique d'un certain nombre de levures ou de microbes qui fermentent du sucre pour faire de toute une gamme de produits chimiques et pétroliers. On peut arriver à fabriquer des produits totalement biosourcés, mais les coûts de production aujourd'hui font qu'on n'a pas de rentabilité s'il n'y a pas un dispositif fiscal qui les aide. Donc en général, ces énergies, il faut les aider au début par des dispositifs fiscaux, sinon elles ne se lancent jamais. Les paris qu'on a fait, nous, c'est ne se mettre que sur les énergies qui vont, dans un horizon relativement court, ne plus avoir besoin de subventions. D'abord parce que Total n'aime pas très bien vivre subvention, c'est pas des choses qu'on aime faire, puis c'est pas des choses que le public aime nous voir faire. Ils aiment bien qu'on finance nous-mêmes nos investissements. Et puis même d'une façon industrielle, on veut vraiment investir dans des domaines qui nous paraissent avoir un potentiel de maturité à relativement court terme. Et c'est le cas des deux sujets qu'on a choisis, solaire et biotech, mais c'est très varié des pays. Alors vous avez aussi des situations où, par exemple, en matière d'électricité, il n'y a pas de réseau. Et là, pour le coup, la combinaison solaire plus stockage peut être une vraie réponse, alors que quand on est connecté au réseau, c'est le solaire lui-même et sans le stockage qui est la bonne réponse. Peut-être que Suez, vous voulez commenter sur des projets qui sont aussi en CAPEX bien supérieur, notamment la mise en place de l'hydro, et là-dessus vous avez une expérience historique dans la gestion de ce genre de projet. On a bien conscience qu'il y a quand même une grosse dépendance politique et économique locale. Est-ce que vous voulez commenter un petit peu là-dessus? Non, je vois la compétitivité de l'hydraulique, elle est très ancienne, ça c'est une évidence.
Les nouvelles technologies, il ne faut pas oublier, comme tout, il y a eu d'énormes progrès en termes de compétitivité. Je voudrais juste, pour être sûr que c'est clair dans la salle, bien distinguer deux choses. Il y a le métier de fabricant de matériel, celui qui fabrique des éléments, que ce soit des éléments de panneaux solaires ou des éléments d'éoliennes ou des turbines. Puis il y a évidemment le métier de construire une usine de production d'électricité et de l'exploiter et de vendre le produit. Donc les opportunités dans les renouvelables, elles existent dans les deux. Donc évidemment, quand il s'agit de fabriquer ou d'avoir d'innovation technologique, on est tout de suite marché mondial. Quand il s'agit quelque part de s'installer quelque part pour produire et vendre de l'électricité, il faut des racines locales très fortes parce qu'il y a des spécificités, l'ensoleillement, les vents ne sont pas les mêmes à un endroit ou à un autre, l'acceptabilité locale est très différente. Philippe le soulignait, si vous êtes dans des endroits où ce n'est pas accepté, vous avez des recours juridiques, vous perdez un temps fou, ça fait du capital immobilisé, donc c'est des projets qui pourraient paraître rentables et qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que nous, en tant que groupe, partout dans le monde, on est systématiquement en partenariat avec des partenaires locaux qui nous permettent d'avoir cet ancrage et cette acceptabilité sociale et sociétale. On parlait tout à l'heure d'énergies qui sont connues maintenant des investisseurs. On est passé par toutes ces phases de bulles, notamment boursières, dans le solaire et que ce soit aussi bien fabricants que développeurs là-dessus. Dans des énergies peut-être un peu plus, qui nous semblent un peu plus nouvelles pour nous, on voit les hydroliennes arriver avec des annonces de fabricants comme Alstom, avec des succès dans la production d'électricité dans la mer d'Écosse. On voit aussi l'introduction en bourse de Blue Solution, qui est venu avec vraiment le développement de batteries de Bolloré, qui a lui décliné aussi toute une gamme de services autour de ça. Quelles sont les nouvelles technologies renouvelables émergentes? Est-ce qu'on est encore énormément aux prémices de ces énergies? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous regardez de façon active en vous disant que potentiellement ça serait des énergies de demain à regarder? Et c'est bien aussi de donner un sentiment aux investisseurs, quelles sont les phases de duration, de développement de ce genre de projet. On a toujours un sentiment que dès qu'on en parle dans la presse, c'est quelque chose qui est immédiatement économiquement applicable, alors qu'on se rend compte que ce sont plutôt des cycles entre 5 et 10 ans de validation de processus industriels. Vous pouvez peut-être un peu commenter sur tout ça, parce que c'est intéressant de savoir comment vous jugez ces projets. Je crois qu'il y a deux étapes bien différentes. Il y a effectivement, comme vous le disiez, de l'innovation, des nouvelles technologies et la nécessité de faire à un moment des prototypes un peu lourds. Et c'est clair pour nous, nous suivons toutes les technologies. Vous citiez les hydroliennes, on a un projet au niveau du Raz Blanchard, en partenariat d'ailleurs avec Alstom, Voith. Et c'est là-dessus très clairement, et je crois que la position du groupe là-dessus est très claire, que les subventions publiques doivent porter. C'est effectivement toute la phase recherche sur des nouvelles technologies, les amener à maturité, parce que bien évidemment, comme le plus souvent, très difficile de protéger totalement par des brevets ce que vous développez, il faut que ça soit soutenu. Après, le reste en termes d'investissement, c'est très clair que c'est sur les énergies renouvelables les plus matures que nous faisons porter tous nos efforts, et électriques et aussi non électriques. Par exemple, on a pu le dire dans le débat sur la transition énergétique, on croit beaucoup dans tout ce qui tourne autour de la biomasse, du biogaz, sur lequel d'énormes progrès peuvent continuer à être faits. Et là encore, le progrès se fait surtout dans améliorer les conditions de collecte, de traitement et d'acceptabilité sociale de ces projets. Et je crois qu'ils ne perdons pas de vue qu'en termes de consommation d'énergie primaire, les transports, les besoins de chauffage sont encore aujourd'hui bien plus importants que les besoins d'électricité. Sur ce sujet, vous avez souligné un point qui est effectivement très important, c'est que quand on lit des articles dans la presse, les mots qui sont utilisés par les différents porteurs de projets sont les mêmes, à peu près. Qu'on décrive un projet qui fonctionne en laboratoire, un petit prototype de laboratoire, un mini prototype industriel ou une installation qui est capable de produire industriellement à large échelle. Je vais revenir un mot sur le solaire. Quand nous disons que nous sommes capables aujourd'hui de fabriquer des cellules à 24% d'efficacité et nos concurrents industriels sont à 17%, donc il y a à peu près 50% d'écart sur l'efficacité, vous avez dans la presse des gens qui disent qu'ils sont capables de faire des cellules à 20% ou à 24%, mais c'est en laboratoire. Entre le premier élément qui fonctionne dans un laboratoire et l'usine qui produit de façon industrielle, il y a entre 10 et 15 ans d'écart. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. On ne suit pas seulement, même si on a focalisé nos efforts sur les biotechnologies et le solaire, on suit aussi d'autres domaines. Et ça, c'est vraiment très, très frappant de voir que les stades de maturité peuvent être très différents, mais c'est très difficile, si on n'est pas spécialiste, d'arriver à voir la différence. Et ce que dit Édouard est tout à fait justifié. Vous avez mentionné
en particulier les batteries. Les batteries, d'abord, c'est pas une énergie, c'est un complément à l'énergie, c'est ce qui permet de la stocker. Alors d'abord sur le stockage, l'énergie, la façon de stocker l'énergie qui est traditionnellement la plus rentable et la plus développée, c'est l'hydraulique. Alors ça, c'est pas notre métier, c'est plus le métier de GDF Suez, mais c'est la façon de stocker l'énergie qui est véritablement la plus rentable. Les batteries traditionnelles ont en ce moment une évolution très importante. Et nous faisons un travail de R&D dans ce domaine parce que le marché, pour le moment, ne répond absolument pas aux besoins de la production d'électricité. Quand vous développez une batterie et que vous êtes en général vous êtes un constructeur automobile, vous voulez lancer une partie de votre production en construction automobile, vous développez une batterie qui fait plein de choses. Elle stocke de l'énergie, ça oui, mais elle doit être légère, elle doit prendre toutes les formes possibles, elle doit fonctionner dans des régimes de température qui sont compatibles avec le fait d'être dans un moteur, et elles doivent non seulement stocker et déstocker l'énergie, mais être capables par moment de la déstocker très rapidement pendant les phases de démarrage. Donc quand vous achetez 1 euro de batterie, vous achetez un peu de fonction stockage, mais pour beaucoup d'autres fonctions à la fois. Ce qui fait que si vous l'utilisez que pour stocker, eh bien vous avez un coût de stockage très élevé. Donc la raison pour laquelle nous, on a décidé de faire de la R&D en matière de batterie, c'est qu'on s'est dit que les batteries stationnaires, c'est-à-dire les énormes batteries qui pèsent plusieurs tonnes, qui ne peuvent pas bouger et dont on se fiche pas mal qu'elles soient légères ou lourdes, elles, on peut les optimiser pour qu'elles soient vraiment pas chères pour stocker, mais qu'elles ne fassent que ça. Et ça, c'est des domaines de R&D qu'on n'a pas trouvé sur le marché. C'est la raison pour laquelle on a décidé de s'y mettre. Donc on a des partenariats avec 3 startups qui sont malheureusement toutes les 3 américaines. Je dis malheureusement parce que on cherche d'abord toujours en France, puis quand on ne trouve pas, on cherche en Europe, et quand on ne trouve pas, on cherche aux États-Unis. Et on a trouvé malheureusement qu'aux États-Unis, des technologies qui nous paraissent porteuses, une par air comprimé, une par redox flow, et une par des métaux liquides qui se superposent par gravité, une coopération avec le MIT. Donc ça, c'est des compléments qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Pour l'énergie solaire, aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir un coût de production qui est plus faible que les coûts variables des centrales traditionnelles. Une fois que vous êtes moins cher que le coût variable, il n'y a pas besoin de stocker. C'est-à-dire que vous produisez avec le solaire, par exemple, le jour, et puis la nuit, vous continuez à produire avec l'autre centrale, et l'économie de carburant vous paye votre centrale solaire. Ça, c'est un business model qui fonctionne, qui est rentable, donc comme je l'ai dit, ce qui commence à être rentable dans un certain nombre d'endroits, mais qui ne nécessite pas de stockage. L'étape d'après, ça sera le stockage. Et pour le moment, les coûts sont trop élevés pour avoir une rentabilité, sauf lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, vous avez une mine en Afrique et vous avez de toute façon comme alternative l'électricité diesel ou le solaire. Et là, le stockage peut trouver une utilité. Donc oui, il y a des technologies qui se préparent. Il faut toujours être en veille. On fait des veilles. On fait aussi des veilles sur les énergies marines parce que comme opérateur pétrolier, on pense que s'il n'y a jamais un jour une énergie marine qui devient véritablement rentable, je parle surtout de l'énergie soit de la thermique des mers, soit des très grosses éoliennes, eh bien ces gens-là chercheront des clients qui consomment beaucoup d'énergie qui sont en pleine mer. Et les industries qui consomment beaucoup d'énergie qui sont en pleine mer, ça s'appelle des plateformes pétrolières. Donc on pense être le client idéal de ces technologies-là, c'est pour ça qu'on les regarde. Et pour le moment, on ne voit pas de rentabilité avant très longtemps sur ce sujet. C'est pour ça qu'on est au niveau de veille et pas du tout au niveau de véritablement R&D lourde comme on peut l'être sur les biotech ou sur le solaire. On parlait un peu de veille. Je voudrais juste rajouter une évidence, mais qu'on a tendance à oublier. Si le pétrole et le charbon sont les 2 premières énergies primaires consommées dans le monde, c'est parce que c'est très facile à stocker. C'est déjà un stock d'énergie en soi. Et donc c'est vrai que le challenge des autres énergies, c'est de pouvoir se transporter et se stocker pour quasiment rien à travers la planète. Un chiffre pour ce qui est clair, il y a beaucoup de débats sur les véhicules électriques, etc. Si vous prenez une batterie automobile, que vous remplacez ce qu'il y a dedans par du pétrole, par de l'essence, vous avez multiplié par 20 le contenu énergétique. C'est ça qui explique que c'est si long, si difficile de développer les batteries. C'est que la nature a stocké de façon extrêmement efficace. C'est juste une autre façon de dire ce que vient de dire Édouard à l'instant. On parlait un peu de veille technologique et aussi la capacité des investisseurs à aller se focaliser et financer des projets en direct sur des nouvelles énergies. C'est vrai que vous citez les États-Unis, qui est vraiment une place financière qui permet à beaucoup de sociétés d'aller s'introduire en bourse sur des technologies qui sont quand même relativement peu matures, voire aléatoires. Et on voit quand même des financements qui sont relativement conséquents dans ces entreprises.
C'est vrai qu'on peut-être par la typologie des investisseurs, mais aussi par la crise qu'on vient d'avoir, c'est des sociétés qui sont très en dehors de l'Europe. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez une veille, je dirais, de ces groupes? Est-ce que vous les approchez avec des fonds dans lesquels, qui sont partie prenante, enfin qui sont au sein de vos sociétés? Est-ce que vous avez une approche un peu de prise de participation minoritaire dans ce genre de société? On aimerait comprendre un petit peu comment vous permettez de faire un peu cette veille technologique mondiale, et ça m'a l'air en fait simplement l'adage de grands groupes qui peuvent se permettre de prendre des tickets dans de nombreuses entreprises. Alors, il n'y a pas que des grands groupes, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les VCs aux États-Unis, les venture capitalistes, le venture capitalism est très très développé aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à prendre des risques, prendre des tickets qui créent des véritables fonds d'investissement et qui prennent des tickets dans des startups technologiques. Donc nous, on est en contact avec ces gens-là. On investit nous-mêmes. On s'est même créé un petit fonds interne de capital développement qui prend des paris, des tickets sur certaines startups qui ont une technologie assez prometteuse. On investit aussi parfois en direct. L'exemple que je peux citer, c'est notre partenaire principal en matière de biotech, s'appelle une société qui s'appelle Amiris, qui est une société extrêmement avancée en matière de technologie, qui a inventé une façon d'accélérer le développement des levures, enfin l'augmentation de l'efficacité des levures et des micro-organismes qu'elle modifie génétiquement avec un facteur 50. C'est une boîte d'ailleurs dont le chairman est le même que le chairman d'Apple, c'est Arthur Levinson, donc c'est juste qui est un des fondateurs un des plus grands succès en biotechnologie. Donc ça oui, on a ce contact-là. Il n'empêche qu'il faut bien distinguer cette activité-là qui touche à la technologie et qui touche, pour faire référence à ce que disait Édouard, à la partie, j'allais dire un peu équipementière, hein, au savoir-faire. Après, quand on a des grandes installations industrielles qui vont utiliser ces technologies pour produire de l'énergie, là, on est dans des mécanismes d'investissement tout à fait traditionnels. Et en général, il faut simplement un bilan solide et être un énergéticien pour produire. C'est ce qui se passe lorsque on utilise des panneaux solaires pour produire de l'énergie, de la biotechnologie pour commencer à fabriquer des produits chimiques biosourcés, etc., etc. Donc il y a bien deux types de financement. La techno, oui, c'est vrai que le système de venture capitalisme aux États-Unis est un mode de financement, un mode de développement qui est extrêmement efficace et extrêmement développé et avec lequel on travaille. Mais les investissements énergétiques, quand on arrive à une taille industrielle, eh ben, il faut un bilan, quoi. Oui, comme je le disais, nous, on a plutôt vocation à utiliser des technologies qu'à vouloir les produire. Donc, on a effectivement un système d'investissement, mais dans des fonds. Donc, on est plutôt en fonds de fonds parce qu'on le voit d'abord comme un instrument de veille technologique. Et par contre, effectivement, des très gros programmes de recherche veille technologique avec un suivi très précis de ce qui peut se passer dans le monde, dans les différents laboratoires et dans les différentes startups. Mais à nouveau, plus dans une logique de se dire, cette technologie, c'est peut-être celle-là qui va gagner demain et qu'il faudra qu'on utilise pour avoir un temps d'avance en termes d'utilisation de cette technologie, pas forcément pour les développer nous-mêmes. On parlait tout à l'heure d'une faisabilité potentielle technique et économique d'une énergie. Comment vous développez vos relations avec les tissus locaux dans des pays notamment émergents qui vont rentrer dans ces problématiques aussi, pour vous assurer que le tissu, je dirais, technique autour, aussi bien le raccord au réseau quand c'est de l'électricité ou je dirais les mises en place des subventions, soit relativement stable dans le temps? Parce qu'on a vraiment l'impression que, notamment, on a vu les atermoiements européens et espagnols dans le cadre de gouvernements relativement touchés par leur niveau de dette, qui revenaient un petit peu en arrière sur les subventions sur lesquelles ils s'étaient engagés à long terme. On a toujours aujourd'hui cette appréhension de se dire que quand les différents groupes se lancent dans des gros plans de CAPEX sur ces technologies, on reste quand même très dépendant de facteurs extrinsèques pour s'assurer un succès et je dirais une démocratisation de nouvelles sources énergétiques. Est-ce que ces aléas finalement ne tuent pas toute émergence d'énergie renouvelable à moyen terme? Ben, nous, c'est un peu notre métier quand même d'être dans beaucoup de pays. On est dans 130 pays dans le monde. Et on investit très très lourdement dans les pays dans lesquels on a de l'exploration-production, c'est-à-dire dans à peu près 45 pays dans le monde. Donc par nature, on commence d'abord par connaître le pays et par investir et opérer dedans avant de faire des énergies renouvelables. Donc on connaît les pays, en général, on ne va dans le domaine des énergies renouvelables que dans les pays dans lesquels on connaît, que les pays qu'on connaît. Donc au fond,
apprécier l'environnement réglementaire, la stabilité politique, etc. C'est la base d'un métier de pétrolier et de distributeur d'énergie. C'est ça qu'on fait tout le temps. Et en particulier dans le métier de la distribution dont je m'occupe plus particulièrement dans ce groupe. Quand on vend de l'essence, qu'elle est subventionnée, qu'il y a une caisse de compensation de l'État, etc., c'est typiquement le genre de sujet qu'on sait traiter, qu'on sait regarder, et on sait où on peut investir, là où c'est sûr, là où c'est moins sûr. Et donc quand on bide en Afrique du Sud, on connaît l'Afrique du Sud, et quand on gagne un appel d'offres comme ce qui a été annoncé hier dans le solaire en Afrique du Sud, c'est parce qu'on connaît bien ce pays et qu'on a relativement confiance dans notre capacité à opérer dans ce pays, à utiliser des compétences locales et qu'on connaît les risques qu'on prend. Donc ça, c'est vraiment la base de notre métier. Et j'allais dire, pour un investisseur vu de l'extérieur, faire confiance à quelqu'un dont c'est le métier, c'est peut-être un des éléments de réponse qu'on peut apporter pour rassurer les investisseurs qui ont envie de mettre de l'argent dans la partie énergie renouvelable de ce qu'on développe. Oui, je rejoins complètement Philippe. Je crois que le développement international, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, GDF Suez, c'est le leader mondial de la production indépendante d'électricité. On est présent dans une cinquantaine de pays, donc dans notre registre, un peu comme Total. Et au-delà de la règle de base que je vous ai indiquée, c'est toujours un partenaire local. C'est aussi savoir évaluer la qualité de la régulation, la stabilité politique, la stabilité économique. Et donc, est-ce que cette régulation... Est-ce que la demande du pays est croissante et fait qu'ils vont vouloir attirer des investisseurs étrangers ou pas? Et ça, c'est un savoir-faire qui est basé sur des décennies d'expérience et de succès démontrés. Donc je crois que pour un investisseur, par rapport à des belles histoires que certains peuvent dire en disant on va se précipiter, faire de l'international, il faut évidemment aller regarder le track record des sociétés qui le disent, savoir si elles ont su le faire dans le passé ou pas. Je vais vous citer une anecdote. C'est vrai qu'on est assez fiers du parcours boursier de SunPower, parce qu'après nous avoir expliqué, avoir beaucoup entendu pendant 2 ans qu'on avait fait une grosse bêtise, on a maintenant un cours qui est en train de crever le plafond. C'est lié bien sûr au savoir-faire de cette société, etc. C'est aussi lié au fait qu'elle est associée à nous. Et je vais vous donner un exemple. Quand on a des discussions avec certains pays du Moyen-Orient, ce que les gens, alors là, il y a à la fois de l'argent, ils ont besoin d'investir dans de l'électricité. Parfois, ils ont de l'électricité qui leur coûte très cher parce qu'ils brûlent du pétrole pour la fabriquer. Et donc, ils ont envie d'utiliser notamment du solaire simplement pour être plus efficaces. Et ils nous disent, par rapport à une société chinoise inconnue qui va nous donner des panneaux qui vont peut-être mourir dans 10 ans et personne ne va me le garantir, si je fais affaire avec vous, comme je sais que vous êtes impliqué au Moyen-Orient et que vous n'allez pas partir de sitôt et que pour vous, les enjeux de rester sont très importants, je suis sûr que si je fais une bêtise technologique, vous serez là pour compenser les dégâts. Et donc, c'est pour moi une sécurité. Autrement dit, l'association entre un grand groupe et des savoir-faire et des sociétés qui gèrent ces activités est un véritable plus. Le deuxième élément, et ça c'est peut-être quelque chose qui est un peu particulier dans le business model tel qu'on l'a développé, on a tenu à la fois à être partenaire et actionnaire des sociétés avec lesquelles on travaille, mais de laisser le management faire. Je pense qu'un SunPower géré à la Total, c'est pas tout à fait aussi efficace qu'un SunPower géré à la californienne. Non pas qu'on soit de mauvais gestionnaire, mais que notre savoir-faire porte plus sur des gros outils, avec des procédures et avec des très gros objets, alors que leur savoir-faire à eux, c'est un savoir-faire de réactivité, de dynamisme, un peu comme une entreprise de chips, de Intel ou autre, et que eux ils savent faire et ils savent bouger extrêmement rapidement. Moi, ce qui m'avait frappé, un tout petit exemple, ils avaient décidé en 2012 de fermer une usine de fabrication de modules dans un pays de l'Est de l'Europe pour le repositionner en Mexique. Décision prise en septembre, première installation up and running 4 mois plus tard. Ça, il faut faire. Bien, merci messieurs. Je crois qu'on aura compris que les énergies nouvelles, c'est peut-être du très long terme, qu'à court terme, le mix ne va pas évoluer de manière radicale, mais qu'en même temps, vous êtes des groupes qui êtes très très attentifs à l'environnement, aux nouvelles technologies, et donc vous êtes obligés d'être en permanence en veille sur l'émergence de nouvelles techniques. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant, et je pense qu'on peut vous applaudir. Je vous remercie. Merci.